Salut à tous, on est de retour pour un nouveau podcast GF38 avec la team Metrosport. Cette fois-ci, après avoir parlé de l'affaire Jordan Tell, pour revenir un peu plus aux sportifs et au terrain, c'est quand même plus intéressant, surtout avec cette belle fin de semaine qui s'annonce. Et en compagnie de Karel, on va parler de Mercato et du bilan du Mercato grenoblois. Salut Karel, comment tu vas? Salut Fred, eh ben écoute, ça va très bien, j'espère que tout baigne pour toi aussi, à l'aube de cette nouvelle saison, et puis on va pouvoir parler du mercato après avoir beaucoup suivi la prépa, donc c'est sympa. On va parler à la fois du mercato et à la fois de ce qu'on a vu effectivement des recrues, les deux. On va aussi rappeler qu'on enregistre toutes nos émissions de la semaine sont enregistrées le même jour, à savoir le mardi après-midi. Donc il y aura peut-être des nouvelles recrues, des nouveaux départs au moment où vous écouterez. On espère plutôt des nouvelles recrues d'ailleurs que des nouveaux départs. Mais en tout cas, il y aura peut-être des nouveautés par On rapport à ce dont préfère, ouais. on voilà, à ce dont on va parler. Karel, si tu veux, on peut commencer par le côté justement, je sais pas si on peut qualifier ça de quantitatif, par rapport au nombre de partants et au nombre d'arrivées, savoir si tu trouves un peu ça cohérent. Alors j'espère que j'ai oublié personne sur le visuel, je vous ai mis les départs et les arrivées. J'ai décompté 11 départs. Et j'ai décompté 6 arrivées pour l'instant et j'ai mis plus 2 parce qu'a priori, au moins le troisième gardien, c'est sûr, il y a quelqu'un qui va devoir arriver. Et a priori, Max Marty aussi avait dit que si un joueur partait d'ici la fin du mercato, il serait remplacé. Jordan Tell pardon, ayant été licencié, logiquement, il devrait être remplacé. Donc ça veut dire qu'on arrive à 3 départs de plus. Par contre, Karel, quand on regarde les joueurs qui partent, on a un Sylvestre Braque, on a un Bunjaku et on a un Bart Stralman, par exemple, qui ont pas du tout joué l'année dernière. Donc est-ce qu'on est plutôt en termes quantitatifs sur quelque chose qui te paraît cohérent cet été en termes de départ et d'arrivée? Ouais, ça paraît cohérent, tu fais bien de nuancer dans le sens où peut-être plus que compter les joueurs, c'est peut-être plus le nombre de minutes, qu'il faudrait compter pour essayer de se rendre compte, mais c'est un c'est un gros travail, donc je t'imposerai pas ça et puis c'est pas Merci. on peut pas comparer ça avec les joueurs qui arrivent parce qu'on sait pas encore combien de minutes ils vont effectuer sous le maillot du GF, beaucoup, on l'espère. Mais oui, ça paraît cohérent parce que bah, Bunjaku, on l'a pas vu de la saison à part en préparation. Il avait été intéressant d'ailleurs la saison passée. Sylvestre Braque, ça paraît logique puisqu'il était en prêt. Esteban Sales, on est tous, je pense, très tristes, mais bah, très content pour lui aussi du nouveau challenge parce que je pense qu'on s'accordera tous à dire qu'au vu de la qualité de notre deuxième gardien préféré, c'est logique qu'il ait sa chance en Ligue 2. Et puis, même sur la fin de saison, quand on pense à Jordi Gaspard, c'est quelqu'un qui avait plus de temps de jeu du tout. C'était Touraine qui était passé devant, sûrement parce que le départ de Jordi Gaspard était prévu. Mais merci à lui encore une fois pour les énormes travaux. Je me rappellerai toujours de son côté droit avec Philippe Inchberger, et surtout avec Yorick Ravé, mais sous Philippe Inchberger quand on joue la montée. Énorme, un des meilleurs côtés droits que j'ai vu récemment au GF. Et puis voilà, Axel Ngando, pareil, qui jouait pas énormément, Correa, Loris Neri, donc c'est à relativiser, même si tu as des cadres qui sont partis en la personne de Phaéton, de Bambok, et puis peut-être aussi de Tel, donc moi ça me paraît cohérent en tout cas. On peut faire un petit jeu d'ailleurs pour voir qui a remplacé qui concrètement parmi les départs. Il y en a pour qui ça va être facile, il y en a pour qui ça va être un peu plus compliqué du coup vu les profils. Alors je vais prendre la liste avec le dernier nom que j'ai mis qui est Jordan Tell. Est-ce qu'on peut dire que Nathanael Thio par exemple, alors je pars du Jordan Tell de la deuxième partie de saison qui jouait beaucoup moins du coup. Est-ce qu'on peut dire que Nathanael Thio qui est un peu joker du coup, voilà, qui peut jouer sur un côté comme sur l'autre, voire dans l'axe dans un système à deux, le remplace un peu numériquement dans un rôle un peu de joker offensif, hein. Ça paraît être ça. Après, tu as dit qu'il y avait potentiellement un remplaçant qui pouvait arriver pour Tel au Oui, vu des déclarations de Max Marty. Je pense que ça c'est serait vrai, le bienvenu. gardons le remplaçant tel du coup pour tel, ça peut être pas mal, même si du coup on peut complètement Mais changer de profil par rapport à Jordan Tel, hein. Ils peuvent recruter quelqu'un qui n'est pas sur le même registre directement derrière, hein. totalement, et puis ça peut être aussi Lenny Joseph dans Oui, l'idée. oui. Le problème c'est que On a des enfin profils. le problème, hein, je sais pas si c'est un problème, l'avenir nous le dira, mais tous nos attaquants sont très Voilà, polyvalents, c'est donc ça. On a des profils qui euh, sont très, très liquides en fait, offensivement, et ça correspondait un peu au profil de Jordan Tell qui a évolué à droite, qui a évolué dans l'axe. Donc je dirais peut-être ouais, Lenny Joseph et Thio et potentiellement un remplaçant.
Je fais un prix de groupe pour Loris Neri et Jordi Gaspard et je mets Mathis Touraine, qui est presque une recrue hein, dans Oui, l'absolu, puisqu'il n'était pas là en début de saison dernière, et du coup Matteo Xantip. Donc ça fait deux nouveaux latéraux pour deux latéraux qui partent. Pareil, c'est des joueurs qui sont en tout cas pour... alors quoi que Mathis Touraine, il a un peu joué à gauche, mais il a surtout beaucoup joué à droite. mmh, Et finalement, le polyvalent, ça sera plus Paquiez qui peut jouer aussi bien à droite qu'à c'est gauche. ça, En tout cas, c'est ce qu'il fait c'est sous ça. Vincent Aignan. Donc là, pareil, on en a deux qui partent, et si on considère Mathis Touraine comme une recrue, on en a deux qui arrivent, donc ça va, c'est à peu près équilibré, on est d'accord jusque-là? Ça paraît logique, sachant que tu as Arial Mendy qui est arrivé en janvier également. Donc au niveau des latéraux, les départs et les arrivées, semblent logiques, quantitativement en tout cas. Après, on a Axel Ngondo, est-ce que Eddy Sylvestre, dans un registre de milieu offensif, créateur et créatif, correspond à peu près du coup au départ de Ngondo? Je pense oui, je pense, Axel Ngando quand il était bien, quand il était très en forme, c'était un joueur d'une grosse qualité technique et qui amenait aussi pas mal d'énergie au pressing, je sais pas ce que tu en penses Fred? Oui. Et je trouve qu'Eddy Sylvestre, c'est un profil très dynamique aussi, à la fois balle au pied où il est impressionnant et puis à la fois aussi dans sa capacité à se replier et à amener, de l'énergie au pressing. Donc je trouve que là, les profils se correspondent, beaucoup. Il y a peut-être juste, est-ce que Ngando était gaucher? Je me J'ai un rappelle doute, même hein. je me rappelle j'ai un doute énorme, c'est terrible. Mais, voilà, en tout cas, c'est peut-être la seule différence, mais, voilà, pour moi, ça se ressemble beaucoup, ouais. Bah, si on considère que le remplaçant de Jordan Tell n'est pas encore arrivé, on peut mettre pour Joris Correa Nathaniel Cho, là pour le coup dans un vrai rôle de joker, parce que je pense que joker c'est ce qui correspond bien à Joris Correa, donc on serait un peu sur ce type de profil-là, ça te semble cohérent aussi Cho pour Correa, avec des joueurs qu'on n'attend pas forcément sur de la titularisation cette année, mais qui doivent avoir un impact au moins en sortie de banc? Totalement, totalement, un Thio avec peut-être plus de velléité, à l'avenir, à long terme d'accéder aux 11, dans le sens où il est jeune, dans le sens où il poursuit, son ascension, là où Joris Correa, bah et merci à lui, acceptait, totalement ce rôle dans la rotation et ça a été précieux, à la fois dans le jeu, mais aussi, dans l'ambiance dans le groupe. Et là où Joris Correa, c'était peut-être un joueur un peu plus confirmé de Ligue 2, hem je pense que Thio aura peut-être plus de velléité d'accéder aux 11, mais là, dans le profil, ça correspond. Bah, alors Bart Stralman, Jussi Westerbraak et Orges Bunjaku, on va les mettre un peu de côté puisque ça doit pas cumuler beaucoup de minutes de jeu en Ligue 2 l'année dernière. Je sais même pas s'il y en a une, à eux 3 d'ailleurs. Esteban Sales, bon bah ça sera le gardien qui va arriver. Pour l'instant, personne n'a encore signé au moment où on enregistre l'émission, mais il y a eu plusieurs gardiens qui ont déjà été à l'essai ces derniers jours. Je me fais pas de gros soucis sur le fait que Grenoble trouve bonheur à ce niveau-là. Frank Bambok, pour moi, assez logiquement, bah, son remplaçant, c'est Dante Rigo, même si on n'est pas du tout sur le même profil, en tout cas en termes de poste, il joue en même position, pardon. Exactement, exactement, tu l'as dit, c'est des profils très, très différents. Alors, est-ce que, ça manifeste une volonté, au GF38 justement de changer, quelque chose dans l'animation de ce milieu de terrain? Je pense. Dans l'animation de l'équipe aussi, je pense, parce que là, on a vraiment récupéré un joueur, peut-être un peu moins athlétique, avec peut-être, alors au niveau du coffre, je saurais pas dire, je l'ai pas encore assez vu, mais ouais, moins athlétique, que Frank Bangkok, mais par contre au niveau de la qualité de passe dans la capacité à jouer vers l'avant, à casser des lignes, c'est très différent et là-dessus, je pense qu'on est gagnant avec Dante Rigo. Après, il faut voir comment ça s'équilibre au niveau des qualités de chacun, mais sur, la place dans l'effectif et sur le terrain, ouais, c'est le remplaçant logique. Et Mathias Phaéton, bah, Lenny Joseph, peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut jouer dans l'axe. Il était remplaçant chez une grosse équipe de Ligue 2. On est sur un profil finalement très identique, même si leur parcours après diffère un peu. Lenny Joseph était au Puy en National 2 avant de rejoindre Metz, là où Mathias Phaéton a un parcours un peu plus linéaire. Mais pareil, en termes de profil, ça correspond à peu près. Ouais, ça correspond à peu près, en tout cas au moment de l'arrivée de Phaéton, parce qu'après on sait que c'est devenu un neuf un peu fixe, Oui. au vu de la qualité devant le but et de ce qu'il a amené en termes de chiffres. 9 buts je crois en Ligue 2, donc pour quelqu'un qui n'a pas commencé dans l'axe et qui n'a même pas commencé titulaire à son arrivée au GF38, c'est à dénoter.
Lenny Joseph Et qui jouait dans l'axe de base, notamment au Puy, c'était un axial et c'est à Metz où il a été un peu plus excentré. Je crois qu'il aime bien jouer sur un côté de toute façon, mais on l'a vu en prépa, il peut intervertir en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les attaquants sont très polyvalents à Grenoble et au final ils peuvent quasiment jouer tous sur toute la ligne d'attaque, hein. c'est ça, c'est ça. Et puis peut-être qu'après, avec Phaéton version 9, le remplaçant c'est peut-être plus Posto. Ouais, j'allais Mais y là, venir dans à l'idée, Postolaki. Est-ce que finalement, c'est Lenny Joseph. si on considère Touraine comme une recrue, quasiment une recrue estivale, finalement, on a un petit joker par rapport aux gens qui sont partis. C'est Virgilou Postolaki qui remplace personne en fait, qui est là en plus. C'est un peu ce que les Mmh. dirigeants grenoblois avaient dit de toute façon, hein, qui voulaient apporter un peu plus de concurrence à Meissaba sur le poste de neuf. Et pour le coup, et ça va me permettre d'enchaîner avec la prochaine question, Karel, pour le coup, ils ont tenu parole. Et je trouve que globalement, sur ce mercato, on ne nous a pas menti. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on voulait des joueurs qui étaient jeunes, donc qui avaient du potentiel et qui pouvaient encore progresser, hein. On rappelle que le but de Grenoble, c'est quand même de faire progresser des joueurs, de faire des petites plus-values aussi sur le plan marchand, et des joueurs qui étaient facilement adaptables. Donc pour le coup, bah, on a soit des mecs qui étaient en France et notamment en Ligue 2, soit des mecs qui sont français. Je pense à Postolaki qui a été formé au PSG, qui est passé par Lille, même s'il vient de Roumanie. Et Dante Rigo, c'est un peu différent, mais il est francophone. Et alors je connais pas le niveau de la D2 belge, donc je ne saurais te dire si c'est Moi un non plus. championnat qui ressemble beaucoup au championnat français. Mais en tout cas, au moins, il n'y a pas la barrière de la langue. Et puis on a vu aussi avec Sanoussi que les joueurs belges, même si on l'avait récupéré aux Pays-Bas, pouvaient facilement s'adapter à ce poste-là. Est-ce que ce mercato, d'une part, te semble cohérent avec ce qui était voulu, et d'autre part, te semble intéressant en termes de profil jeune, adaptable et à fort potentiel? Enfin, à potentiel en tout cas, le fort potentiel, l'avenir nous le dira, mais à potentiel. Ouais, bah, c'est comme tu l'as dit, c'est dans la continuité de ce que le GF essaye de mettre en place. Alors, on avait eu une saison un peu plus à mettre entre parenthèses avec un recrutement peut-être un peu plus, exotique et un peu plus risqué, et on a vu que ça avait pas forcément réussi. Aujourd'hui, je sais pas ce que toi t'en penses Fred, mais on est peut-être plus sur de la sécurité, des jeunes profils, mais qui peuvent être confirmés aussi en Ligue 2 à l'image de Xantip par exemple. Sylvestre, qui est très loin d'être vieux également, mais Oui. qui a l'expérience, et quand on voit le premier match qui nous attend, la première journée, c'est important d'avoir des joueurs qui ont cette expérience-là en Ligue 2. Lenny Joseph aussi, qui a quand même passé, une saison à Metz. Donc voilà, avec, Posto qui a fait, une partie de sa formation en France, qui a connu la Roumanie, et beaucoup d'éloges autour du profil de la part des experts de ce championnat-là. Donc au final, oui, moi je trouve ça très intéressant dans le sens où il y a, des profils confirmés, qui ne découvrent pas le niveau professionnel, dans l'ensemble, des profils un peu plus jeunes qui continuent leur ascension. Cette année, c'est Thio. La saison passée, c'était peut-être, à mettre, en parallèle avec Sbaï, par exemple. Mmh. Hem et des profils, qui viennent de championnats un peu différents comme Dante Rigo, mais qui ont enchaîné, et je pense que c'est important aussi ça comme, comme qualité, c'est d'avoir, beaucoup de matchs à leur actif sur la saison passée, et qu'ils arrivent en jambes et avec la confiance, à Grenoble, et qu'ils veulent continuer leur ascension. On voit qu'à chaque fois, sur leur interview, de présentation, ils parlent du projet grenoblois, ils parlent de la volonté de Grenoble de faire passer des paliers, des étapes. On a vu que ça avait été le cas, par exemple, pour Phaéton, qui est venu se relancer à Grenoble et qui maintenant joue la coupe d'Europe avec le CSKA Sofia. Grenoble a cette vocation d'être un tremplin, et forcément, il y a des joueurs talentueux qui arrivent, et des joueurs, qui veulent confirmer, et c'est ce mercato-là. Ce sont pas des recrues à proprement parler, mais est-ce qu'il y a certains jeunes qui t'ont plu pendant la préparation, mais plus dans une optique, on pourrait les revoir plus ou moins régulièrement en Ligue 2. Alors peut-être qu'il faut différencier avec un Isola, par exemple, qui vient de signer son premier contrat professionnel et qui est déjà bien intégré, du coup, lui, au groupe Ligue 2, et peut-être des Yame Ogo ou des joueurs de la réserve qu'on n'attendait pas forcément, qui t'ont inspiré pendant cette préparation, où tu t'es dit, tiens, lui, c'est pas mal, peut-être que début du championnat, ça va être compliqué, mais s'il continue à progresser, peut-être qu'en fin de saison, c'est des joueurs qui peuvent venir gratter des petits quelque chose. Alors, ouais, tu l'as dit, Isola, maintenant, on pense à lui Oui, comme un joueur du groupe pro, et puis il a signé son premier clairement. contrat pro, donc voilà. Et puis on a vu, bah, voilà, on parle de Saint-Étienne parce que c'est la première journée, mais quand il a fait son apparition au Chaudron, on a vu que, voilà, il avait les épaules, Et donc pas froid aux yeux, effectivement. Ouais.
Voilà, Touraine, c'est un peu pareil, c'est Oui. profil, confirmé qui a eu son premier contrat pro, mais les 2 viennent de la réserve et c'est très intéressant qu'ils puissent apporter cette plus-value au groupe professionnel. Moi, je te dirais beaucoup Yaméogo, Oui, je partage. parce que je trouve que c'est un profil différent, en fait, du 6 qu'on a aujourd'hui dans l'effectif, profil différent de Dante Rigo. On a parlé de la capacité, athlétique, à la capacité à apporter du volume, de l'intensité aussi dans les duels. Alors, peut-être que ce sera le cas pour Dante Rigo, je pense qu'on le connaît pas encore assez, mais il a l'air d'être dans un profil peut-être un peu plus joueur, un peu plus, casseur de ligne, balle au pied. Yaméogo, lui, sur le match qu'on a vu, face, au Paris FC notamment, c'est profil très athlétique qui prend pas beaucoup de risques, au niveau de ses transmissions, mais ça peut être un profil, très intéressant à alterner avec Dante Rigo en fonction des scénarios, en fonction des matchs qu'on va jouer, en fonction aussi, des contraintes, physiques. Donc Yaméogo, qui avait été intéressant en plus sur son apparition en Ligue 2 la saison passée, même, balle au pied où il transmet une très bonne passe décisive et dans la foulée il provoque un penalty. C'est souvent toi qui fais référence à cet enchaînement-là qui montre que c'est encore un joueur à polir, mais qui peut apporter quand même au groupe professionnel, je pense. Pour Et ses puis ses après, 17 seules minutes en Ligue 2 d'ailleurs, hein, il avait joué tout de suite parce qu'il y avait quelques absents et après on l'a plus jamais revu. Alors il était prévu d'apparaître au moins dans le groupe en fin de saison, un peu à l'image de Touraine et d'Isola qui ont eu plus de temps de jeu, mais il avait été exclu avec la réserve en fait du GF38 et du coup il était suspendu. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a pas revu, mais pour le OK. coup voilà, il avait vraiment joué que ses 17 minutes. Je me rappelle plus de l'adversaire par contre. Le Qui c'est alors contre qui c'était? Je dirais Parce peut-être qu'il un Pau. c'était Non, pas Pau c'était Nîmes? plus tard dans la saison. Peut-être Nîmes, ouais. Peut-être Nîmes, Est-ce que c'était effectivement, ouais. Nîmes? Avec un penalty transformé par Je Chokunte, peut-être. Ça me parle c'est vaguement. ça et je crois que la passe décisive qu'il fait, c'est pour le 3-1 Oui, oui, peut-être et tout qu'ensuite il y à a fait. la pa il y a la faute Une sur un magnifique Nîmois lorsqu'il y a transversale et pénalty après à Toulon. C'est ça. et finalement c'est très à l'image de ce qu'il est encore aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui a un potentiel effectivement énorme et une puissance je trouve qui dégage. Je vous l'avais un peu dit, hein, j'avais vu un C'est entraînement avant le pré-match contre le Paris FC et du coup je t'avais posé la question pendant le match à Échirol, savoir tes impressions. Et il dégage vraiment quelque chose hein, en plus il a que 18 ans, peut-être qu'il approche de ses 19 tout doucement, mais c'est un buffle en fait, c'est très impressionnant. Mais peut-être que dans la maîtrise de cette puissance, voilà, il y a encore des choses à travailler. Après, j'avais beaucoup aimé aussi les instructions. Vincent Agnon est aux petits soins entre guillemets sur le joueur. Voilà, on sent vraiment pardon que c'est un joueur qui a du potentiel que ses entraîneurs ressentent aussi derrière. J'avais bien aimé le fait qu'ils lui disent que des choses bêtes en fait, hein, mais qu'ils lui disent bah voilà, si tu es tourné un peu aux trois quarts devant quand tu reçois le ballon plutôt que d'être dos au jeu, bah tu vas gagner ces petits dixièmes de seconde qui vont te permettre d'être plus tranquille dans la passe en fait. Tu vois, des choses finalement très formatrices pour un joueur, parce que lui, il a signé un contrat professionnel quand il est arrivé en plus, mais voilà, on sent qu'il a encore besoin peut-être de ces axes de formation-là pour franchir des étapes. Mais clairement, je le dis comme je pense que le plus gros potentiel du GF38, tout joueur confondu aujourd'hui, bah, il est peut-être chez ce jeune-là. Et je vais surveiller avec beaucoup d'attention personnellement sa saison. Je pense qu'en début de saison, on le verra pas beaucoup. Mais j'espère le voir au moins faire quelques groupes assez rapidement et pourquoi pas gratter un peu de temps de jeu. Ce qui me permet de te demander, Karel, on a parlé du mercato et des arrivées. Est-ce que pour toi, finalement, tu l'as un peu évoqué, est-ce qu'il manquerait pas un 6 un peu physique dans ces arrivées-là pour que vraiment le mercato soit complet et parfait? Bah, c'était la question qu'on se posait avant de voir Dante Rigo évoluer en 6 parce qu'on n'était pas sûr que ce soit un profil de milieu, pointe basse. Au final, on a vu que, bah, ça pouvait bien marcher et que surtout, quand tu avais Dante Rigo, Jesse Benet et Di Sylvestre dans un milieu à 3, c'était quand même très intéressant. Quand tu étais, en possession surtout. Mais oui, peut-être qu'un profil un peu plus senior, avec un profil, peut-être un peu plus à la Frank Bongbok justement, pour étoffer cet effectif, ça pourrait être intéressant. Après, je ne sais pas si c'est prévu, mais ça pourrait être une bonne alternative, dans le sens où, comme je l'ai dit, il y a des matchs qui vont différer, il y a des scénarios de fin de match qui vont différer, où tu auras peut-être plus besoin d'apporter de l'impact et de la rigueur défensive que d'être joueur. Voilà, ça fait partie de la Ligue 2 aussi sur certains scénarios et sur certaines rencontres. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais si tu mènes 1-0 à Saint-Étienne samedi, peut-être que tu privilégieras plus un profil à la Bambok qu'un profil à la Rigaud pour être devant la défense et pour pouvoir peut-être venir se glisser entre les deux centraux parce que tu vas prendre une pression énorme et tu vas devoir résister. Donc ça peut être une option en effet envisageable. Si c'est pas, le cas et si ça n'arrive pas, peut-être que, tu l'as dit, il y a
grosse confiance à avoir en le potentiel de Yameogo qui peut répondre à ce profil-là, même s'il est jeune. Parce que les autres options, rapidement, donc on a Adrien Monfray, mais je pense que tout le monde préfère le voir en défense centrale, même s'il a dépanné à quelques reprises la saison dernière en 6. Et sur le banc, on a Manu Pérez, mais qui lui, finalement un peu plus dans le registre de Dante Rigo, hein, milieu de terrain très technique, Totalement. capable de prendre le jeu à son compte. On a Baptiste Isola qui peut aller, je pense, un peu au combat, mais voilà, qui peut rendre aussi quelques centimètres par rapport à un gros milieu physique, qui techniquement pour le coup est très fin par contre, donc on pourrait presque plus le rapprocher d'un peut-être d'un Touré, tu vois, milieu de terrain à gros volume. Et on a Touré justement qui pareil, il a pas forcément une densité physique incroyable, qui a un gros volume de jeu lui aussi, qui peut beaucoup courir, mais on n'est pas forcément dans le milieu de terrain qui va gagner des duels de la tête par exemple. Tu vois ce que je veux dire sur le type de registre effectivement et de sentinelle. Donc on a ce profil là qui nous manque. Maintenant, moi, je pense que c'est une vraie volonté du GF38 cette année d'avoir des milieux de terrain et des 6 beaucoup plus joueurs, beaucoup plus créatifs, Mmh. et que du coup, bah, ça influe aussi sur le style de jeu qu'on va avoir. Et je pense pas qu'un gros 6 physique soit à l'ordre du jour pour l'instant en tout cas. Maintenant, le mercato est encore assez long, hein. Peut-être que les premières journées de championnat aussi peuvent influer sur les manques à venir, ou peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a les bons profils pour cette équipe-là et qu'on n'a pas besoin de plus derrière. Maintenant, pour terminer un peu ce bilan du mercato, Karel, j'aimerais que tu me donnes en 2-3 lignes. Je sais que l'exercice est difficile, mais tes petits avis sur chacune des recrues, tu vois, avec les qualités, les éventuels défauts que tu as pu percevoir. Alors, il y en a qui n'ont pas beaucoup joué, donc ça va être compliqué, mais essayez en tout cas de nous donner ton petit point de vue sur chacun. On commence par Nathanaël Thio. Si tu veux, je peux t'aider. Moi, je l'ai trouvé pas mal, mais il manque l'efficacité. Ah, pour résumer un peu mon avis. Bah, je dirais pareil. Je dirais que sur le match contre l'UNFP, on a vu, notamment, des grosses qualités de percussion. Qu'il était capable de prendre de vitesse, beaucoup de latéraux et que balle au pied, il pouvait percuter et faire mal. Mais lui-même l'a dit, hein, notamment dans l'article que tu avais écrit, dans la vidéo que tu avais postée, sur Twitter aussi, qu'il lui manquait, la finition, qu'il fallait, s'améliorer sur ce point-là. Donc je pense que c'est bien aussi qu'il soit lucide sur ses axes d'amélioration, qu'il ait pas d'appréhension, à le dire. Je pense que c'est quelque chose qui a été ciblé par le staff. Il se Mais crée s'il les arrive à occasions en corriger tout cas. ça, Il s'en est créé voilà, pas c'est mal ça, pendant la préparation en plus. Il se les crée, mais c'est ça. effectivement, il a pas réussi à trouver le chemin défilé pour l'instant. Dans le sens où s'il est capable de se créer des occasions et derrière d'améliorer, sa finition, ça peut, donner un profil intéressant. Faut être aussi patient avec ce genre de profil qui, on le rappelle, n'ont pas connu encore la Ligue 2, donc il y aura une petite adaptation comme avec Amin Zbaye par exemple qui monte en puissance lui, sur cette prépa. Donc ça va peut-être être un peu pareil pour Thio, peut-être qu'il lui faudra une saison d'adaptation. Ça ne veut pas dire, qu'il peut, pas amener, quelque chose de fort, sur le plan offensif. Je pense surtout en sortie de banc, mais je trouve qu'il a un bon profil, sortie de banc justement pour aller faire mal aux défenses dans les 20-30 dernières minutes et puis pour être titularisé sur des matchs peut-être un peu moins phares, du championnat, mais il faut lui laisser le temps et ça peut être intéressant. Et pour compléter, beh, j'ai trouvé très sympa. Alors voilà, on s'en fout s'il est pas bon, vous allez me dire, mais je pense que justement dans un rôle un peu de joueur d'équipe, de collectif, de rotation, de joker, et cetera, c'est important en fait d'avoir un mec qui joue le jeu, qui a un bon état d'esprit. Et puis globalement, c'est mieux d'avoir que des joueurs qui s'entendent bien. Et pour le coup, lui, voilà, il respire en fait la joie de vivre et j'aime bien ce côté-là en fait, un peu comme un Correa, tu vois. Finalement, tu sens que c'est pas lui qui va casser les couilles si il est pas titulaire à tous les matchs, quoi. Vu la concurrence, il aura du mal. Alors, s'il est titulaire à tous les matchs, c'est qu'il aura fait très très forte impression. Mais il va falloir batailler pour jouer sur les postes offensifs quand tout le monde sera dispo à 100%. Le joueur suivant est Eddie Sylvestre. Alors, je sais que tu vas pas faire que 3 mots sur lui, donc je vais essayer d'être concis, d'être concis pour ma part. Pour moi, c'est la bonne pioche du mercato. Je trouve il a le côté hors terrain déjà. Je vais redire ce que j'ai dit sur Nathanael Thio, mais en plus, lui, il a un côté chambreur que j'aime beaucoup. Et je pense qu'un joueur de caractère comme ça, un peu comme Phaéton finalement. Tu vois, c'est le mec, il va pas aimer perdre, je pense, et de temps en temps pour brasser un peu un groupe et tout, pour bouger les choses, c'est pas mal d'avoir des mecs comme ça. Un peu je sais pas si c'est le même caractère que Monfrey, mais il me fait penser un peu à Monfrey sur certaines choses ou à Sbaï par le côté sudiste. Tu vois, ça se branche beaucoup dans l'effectif. J'aime beaucoup cet aspect-là des footballeurs personnellement. Et sur le terrain, voilà, c'est un joueur qui a un centre de gravité relativement bas. Tu sens que quand il a le ballon, c'est très compliqué de lui prendre. C'est pas un joueur d'1 m 90, mais il hésite pas à aller chamailler
chamailler et aller au charbon derrière. Et puis une qualité de pied gauche assez impressionnant et sur coup de pied arrêté dans le jeu. Il sent vraiment le jeu sur ce qu'on a vu sur la phase de préparation. Après, ma petite limite, c'est qu'une phase de préparation, bah, tu as toujours le dixième de seconde supplémentaire pour faire la bonne passe, à voir en condition du réel et quand il sera très surveillé, parce que nul doute que les adversaires vont être très rapidement sur lui, s'il aura toujours cette capacité à faire la bonne passe au bon endroit, au bon joueur. Mais pour l'instant, je suis dans le train, pour reprendre ton expression d'il y a quelques semaines après le match contre le Paris FC. Je te Bah, laisse la parole. merci. Justement, sur il y a quelques semaines, toi, Fred, tu témoin qu'à son arrivée, avant même de le voir jouer, j'avais Oui, dit que c'était la recrue qui me hypait le plus. oui, Parce que bah, il avait été très en vue contre le GF38, justement, parce que il faisait partie d'un milieu palois qui était aujourd'hui, si tu mets ces trois milieux-là, je fais référence à Lobry, Daubin, Sylvestre. C'est un top, top milieu ouais. de Ligue 2, hein. Je pense qu'on Daubin voilà, qui vient de on mettre un peut le but du dire. milieu du terrain avec Caen en préparation d'ailleurs. Voilà, et quand tu regardes les joueurs où ils sont partis, Oui. Daubin, c'est Caen, Lobry, c'est Saint-Étienne. Bah, voilà, Grenoble, c'est sur moindre mesure que ces 2 clubs-là, je pense, dans les ambitions et dans la stature, dans le championnat. Mais c'est bien déjà que, bah, pour lui, ça soit vu peut-être comme un step up. Je sais pas si ça, il en a parlé, mais c'est bien pour le GF38 que ce soit vu comme une étape, peut-être, supérieure à Pau. Hem Et ensuite, voilà, tu l'as dit, des joueurs comme ça dans un effectif, il en faut. Tu as parlé de joueurs qui lui correspondaient, sur le plan du caractère. Tu as parlé de Monfray notamment. Moi, je peut-être que c'est des joueurs qui amènent une grinta et peut-être un peu de malice, comme Charles Piquel pouvait le faire, Oui. et on a vu que sur la saison, de son départ, parce qu'il était parti après quelques matchs de Ligue 2, ça nous manquait un peu dans l'effectif, d'avoir, des joueurs, voilà, qui sont capables d'être un peu malicieux, de faire mal sans être trop vu, et puis voilà, de semer la pagaille dans la tête des adversaires. Je pense que Eddie Sylvestre, c'est un peu peut-être ce profil-là, sans trop le connaître, donc sans trop m'avancer non plus pour le moment. Il y a du caractère, je pense qu'il y a de l'expérience aussi, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de confiance en ses qualités, et vu le rôle qu'il sera amené à jouer, c'est quelque chose d'essentiel aussi. Et ensuite, vraiment purement dans le jeu, dans l'aspect footballistique, Fred, je te l'avais déjà dit, je crois que je l'avais peut-être dit sur un podcast ou sur un live, après le match contre le Paris FC. Moi, c'est un joueur qui me fait beaucoup penser à Flo Mich, avec, peut-être plus de références en Ligue 2, justement, plus de temps de jeu, plus d'expérience, plus d'assurance, et la confiance aussi de son coach. Mais voilà, centre de gravité bas, pied gauche, conduite de balle, très, très proche, de son pied, des petits appuis, beaucoup de touches de balle qui font que c'est un joueur à qui ça va être compliqué de piquer le ballon. On l'a vu, tournoyer autour d'un défenseur du Paris FC, notamment en préparation. C'est à ce genre de petites actions que je fais référence, et surtout, ça va permettre à Jesse Benet d'être moins ciblé. Je crois que c'est dans le podcast sur Saint-Étienne qui sortira aussi cette semaine, dont on a parlé, mais il apporte, une qualité, technique, qui va permettre, à Grenoble d'être moins prévisible par rapport à ces circuits de construction d'attaque, ces circuits de passe, et il va amener une menace supplémentaire au milieu de terrain, là où la saison passée, c'était beaucoup de Jesse Benet qui s'en chargeait, donc top, top recrue pour moi. On peut enchaîner justement avec Dante Rigo. Moi, pour faire rapide, bah, très favorablement impressionné par ses qualités à la construction. C'est un joueur qui est souvent revenu entre ses défenseurs pour prendre les premières relances à son compte. Voilà, qui a une jolie patte aussi sur coup de pied arrêté. Il a marqué un but de la tête aussi en prépa, alors que c'est pas forcément le plus grand. Et justement, je trouve que le petit point faible sur cette prépa, c'est justement la densité physique. On l'a senti un peu bousculé, voilà, dès qu'il était, notamment contre le Paris FC. Après, c'était son premier match, c'était compliqué, mais dans l'impact physique, dès qu'il y a un peu de répondant en face, ça me semble un peu plus compliqué aujourd'hui. À voir contre des milieux très très physiques qu'on peut retrouver en Ligue 2, sa capacité à exister. Mais en revanche, par rapport à ce que tu disais sur Eddie Sylvestre, bah voilà, je rejoins, je rajoute une cartouche sur l'option supplémentaire à la relance, et que ça va être compliqué de défendre contre Grenoble et de presser contre Grenoble, parce que si tu presses Rigaud, bah, on va passer par Benet. Si tu presses Rigaud et Benet, on va passer par Sylvestre. Si tu presses les trois, déjà, ça va être compliqué en termes de nombre de joueurs que tu as à disposition pour presser, mais Monfray est pas dégueu en termes de relance non plus.
Donc, Passer par les côtés avec voilà, Toubène qui tu gagne peux beaucoup de passer par terrain les aussi. côtés. Je pense qu'on va emmerder beaucoup d'équipes et beaucoup de grosses équipes parce que c'est surtout les grosses équipes qui viennent chercher haut. Mais je suis curieux en tout cas. Là où un Eddy Sylvestre, je trouve qu'on est déjà sur des certitudes, notamment parce qu'il vient de passer 2 saisons pleines à Pau aussi. Hein, on n'arrive pas dans l'inconnu. Je suis quand même plus curieux sur Dante Rigo en fait, qui a l'air d'avoir un profil très sympathique, mais je demande à voir en conditions du réel en fait par rapport à ce que j'ai vu en prépa. Je j'ai pas des doutes parce que c'est un vrai bon joueur de football, mais je demande quand même à voir son adaptation sur de la Ligue 2 et j'espère qu'on pourra le voir dès Saint-Étienne et si c'est pas à Saint-Étienne, qu'on pourra le voir rapidement, en tout cas sur les pelouses de Ligue 2. Qu'est-ce que tu as pensé toi de notre ami belge? Bah, je suis très d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense que c'est beaucoup une question d'adaptation dans le sens où, voilà, il n'était pas en Ligue 2 la saison passée et on le sait, le championnat français, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue 2, c'est un profil où, en termes d'athlétisme et en termes de capacité physique, je pense qu'il y a un step. Il y a beaucoup de joueurs et d'entraîneurs qui s'accordent à le dire, c'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup d'importance qui est accordée à ces dimensions-là du jeu. Donc voilà, il y a l'adaptation. Après, rien ne dit qu'il ne va pas pouvoir, voilà, s'épaissir, physiquement ou voilà, prendre en coffre et prendre en dimension, physique. Peut-être qu'il va monter en puissance tout simplement parce que c'était la pré-saison. À voir. Je pense que voilà, comme tu l'as dit, il y a un petit step à passer là-dessus, mais rien ne dit qu'il ne pourra pas le faire. Ensuite, là où moi j'apprécie beaucoup, et où je faisais quelques reproches par le passé à Frank Bangbock, c'est que lui n'hésite pas à jouer vers l'avant, il n'hésite pas à casser des lignes. On l'a vu, maintes et maintes fois pendant la prépa en une touche, dans des zones qui sont un peu sensibles, hein. C'est-à-dire que tu es 6, tu es devant Oui. ta défense, si tu perds le ballon, ça peut faire très mal derrière. Lui n'hésite pas à jouer en une touche parfois, des passes compliquées entre les lignes, adverses. Il a pas peur de le faire, il a la Il y a eu un qualité peu pour de le déchets le faire. premier match, hein, notamment je crois une de ses Oui, premières balles contre le Paris FC, mais globalement je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il est monté en ouais, c'est puissance à ce ça. niveau-là. Et alors j'ai pas tenu de stats sur les matchs, et encore une fois c'est de la préparation, donc avec un temps de réaction qui est supérieur à la compétition officielle, mais je l'ai très très peu vu jouer derrière ou sur le côté. C'est systématiquement Ça, chercher à moi jouer c'est devant. beaucoup ça. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on cherchait en fait comme type de profil, et que c'est tout sauf un hasard qu'on ait ce type de joueur-là à ce poste-là en place pour le début de saison en tout cas. C'est beaucoup ça que j'adore et voilà, je le dis alors, voilà, on m'écoutera sûrement pas, mais j'espère qu'on le blâmera pas pour, quelques passes ratées et que lui n'aura pas peur de continuer à en tenter s'il rate quelques passes parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre, dans le sens où c'est quelque chose qui peut vraiment transformer le jeu du GF38 pour moi. Peut-être que si on suit le foot pas forcément très assidûment ou qu'on ouais voilà, c'est qu'on le suit peut-être un peu moins, on se rend pas compte et je dis pas que je suis un expert, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que des passes comme ça, c'est des passes qui peuvent transformer un match, qui peuvent transformer une équipe et qui font très, très mal et qu'on n'avait pas forcément la saison passée dans le sens où Frank Bangbock, c'est un très bon joueur de Ligue 2, hein, c'est un profil différent, mais lui, c'était peut-être un peu plus de sécurité dans les transmissions, peut-être un 6 un peu plus classique. Là, c'est un joueur qui prend beaucoup de risques à la relance, mais encore une fois, quand tu as la vocation de faire mal en transition et que tu as la vocation de faire mal sur 2, 3 passes et des circuits courts, c'est exactement le genre de profil qui peut faire mal à des Saint-Étienne, qui peut faire mal à des Bordeaux, qui peut faire mal, à des, Angers, qui peut faire mal, voilà, à ces grosses équipes-là de Ligue 2 et au-delà de cette dimension de passe, c'est aussi un joueur, on l'a vu, on l'a peut-être un peu moins aperçu en préparation parce qu'il n'était pas dans cette position-là, mais qui peut tirer de loin et contre des blocs bas, ça peut faire la différence aussi. Et à part Jesse Bonnet, encore une fois, dans le milieu de terrain, on n'avait pas forcément ces profils-là. Donc ça rajoute encore des cartouches et des gâchettes à ton milieu de terrain et de la pluralité, de la diversité dans tes attaques et dans les moyens que tu peux trouver pour marquer des buts. Recrue suivante, alors déception, c'est un terme un peu fort parce que moi j'en attendais pas forcément beaucoup plus pour l'instant en tout cas. Matteo Xantip, qui est en tout cas la recrue, je dirais la moins en vue et peut-être la plus perdante de cette préparation. Sachant, je dis perdante parce que sachant qu'Ariel Mendy était suspendu le premier match à Saint-Étienne, Xantip est le choix logique puisque latéral gauche pour le remplacer, et que j'ai plutôt le sentiment qu'on verra Paquez ce samedi. Il a montré des petites choses intéressantes, Xantip, notamment offensivement. Après, il a été très en difficulté la première mi-temps contre le Gol FC. Je pense que c'est peut-être aussi ce qui a fait un peu reculer sa place dans la hiérarchie de début de saison. On verra ce samedi ce qu'il en est plus précisément.
Mais pas une grosse déception parce que ça reste un jeune joueur, même s'il a bien joué à Amiens, que je pense pas qu'il vienne dans la peau du numéro 1, il vient plus dans la peau du numéro 2 qui est là pour titiller Ariel Mendy cette saison le plus possible. Il a que 21 ans aussi, donc voilà, on est quand même sur un jeune joueur. Mais voilà, quand je regarde la liste des mecs qui sont arrivés, on parlait de hype tout à l'heure, bah c'est peut-être celui pour qui la hype était la moins élevée du fait de son poste aussi, et c'est celui qui n'a pas forcément renversé cette tendance-là à mes yeux pour l'instant. Ouais, bah, je suis assez d'accord. Je pense que, alors encore une fois, toute proportion gardée et avec des grosses guillemets, mais c'est peut-être le perdant de cette préparation, dans le sens où pour le début de saison, pour le match à Saint-Étienne, au vu de ce qu'on a vu sur les compositions de la préparation, il a perdu, son poste de titulaire pour démarrer dans le chaudron et ça sera plutôt Paquez qui n'est pas un défenseur gauche de métier à la base, mais ça peut s'expliquer aussi dans le sens où c'est un jeune joueur, il a de l'expérience en Ligue 2, mais peut-être que voilà, peut-être que Vincent Aignan ne veut pas le mettre en difficulté directement s'il sent qu'il n'est pas encore prêt pour évoluer avec le GF38. Mais moi je trouve que, comme tu l'as dit, c'est intéressant dans le sens où c'est un profil jeune qui va aller titiller Ariel Mendy. Alors Ariel Mendy, on n'en parlera pas parce qu'il arrive en janvier, mais c'est un des profils qui m'a le plus impressionné aussi comparé à la saison passée en préparation et j'aimerais voir ce que ça va donner après Saint-Étienne vu qu'il est suspendu. Mais c'est un joueur qui peut aller titiller Ariel Mendy, c'est un joueur qui n'est pas qu'un jeune joueur dans le sens où il a de l'expérience avec Amiens en Ligue 2 et lui mettre un peu moins de pression, c'est aussi lui donner le confort de pouvoir progresser sereinement, et pas, je pense aussi que Vincent Aignan ne l'a peut-être pas senti prêt directement et quand un joueur n'est pas prêt, c'est loin d'être un cadeau, de commencer au chaudron une saison. Donc je pense que c'est un joueur aussi qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Je suis pas sûr qu'il reçoive ça forcément mal, même si je pense qu'il aurait aimé jouer, mais je pense qu'il aura aussi peut-être le recul pour relativiser encore une fois avec des grosses guillemets cet échec-là, parce que c'est encore très loin d'être un échec et c'est juste un petit contretemps et qu'il aura, tout ce qu'il faut, pour prendre sa saison sous un angle différent sur les matchs qui suivront. Je vais faire un prix de groupe pour les deux dernières recrues, Lenny Joseph et Virgilou Postolaki, parce que pour l'instant, bah, moi j'en ai pas vu assez, donc c'est très difficile Mmh. de faire un vrai bilan de leur préparation. En plus, Postolaki s'est blessé très rapidement le deuxième match qu'il a joué. J'ai envie de dire que je suis très intéressé par les deux. Je les ai vus à l'entraînement aussi. Ça permute beaucoup. Ça semble vite trouver des automatismes. Les profils sont clairement intéressants. Lenny Joseph, je pense vraiment qu'on est sur du simili Mathias Phaéton. Voilà, un joueur qui va vite, qui peut percuter, qui peut être adroit face au but. Maintenant, il faudra assez vite confirmer. Je pense que lui risque d'avoir pas mal de temps de jeu en début d'année. Et Virgiliu Postolaki a fait une grosse saison en Roumanie, donc c'est très intéressant. A beaucoup de références chez les jeunes, parce qu'il marquait beaucoup avec le PSG notamment. Après, entre les jeunes et la Roumanie, il y a eu notamment une expérience en Belgique, si je dis pas de bêtises, qui est un peu plus mitigée. Donc je reste quand même un peu prudent. Maintenant, c'est vraiment le profil d'attaquant qui peut vraiment avoir beaucoup marqué dans un cadre grenoblois. On est entre 10 et 15 buts, mais c'est pas forcément ce qu'on avait les saisons précédentes. Je pense qu'il peut apporter un vrai plus de présence dans la surface. Il l'a un peu montré en prépa en marquant un but assez rapidement. Il a eu un peu de déchets aussi sur l'efficacité sur son premier match contre l'UNFP. Mais voilà, c'est difficile de juger quelqu'un qui est là depuis 3 jours, qui est encore en recherche d'automatisme, etc. Physiquement, il a l'air prêt, hein, parce qu'il a fait toute la prépa avec sa formation roumaine et il a même participé à la première journée de championnat puisqu'ils avaient commencé un peu plus tôt. Mais pour les deux, pour l'instant, voilà, c'est du oui, mais il y a quand même de l'attente de les voir un peu plus sur le terrain et notamment en compétition officielle. Notamment sur leur positionnement, je suis intéressé par le fait qu'ils permutent pas mal, parce qu'on a vu Postolaki en première mi-temps contre le NFP dans l'axe et Joseph à droite. Ils ont inversé en seconde période. Postolaki a l'air d'avoir un volume de jeu aussi qui est très intéressant pour quelqu'un que je pensais plus comme un neuf. C'est-à-dire qu'il est capable de beaucoup travailler défensivement. C'est pas forcément dans ce registre-là que je l'attendais le plus, mais voilà, ça a été plaisant à voir qu'il fasse de gros efforts aussi à ce niveau-là. Joseph, c'était un peu plus à ça que je m'attendais compte tenu de ce qu'il avait fait à Metz l'an dernier. Donc on est vraiment sur deux joueurs qui me semblent compatibles avec Vincent Oignon en plus sur ce qu'il attend de ses attaquants et notamment de ses joueurs excentrés devant. Donc je pense que c'est des bonnes pioches. Maintenant, je veux en voir plus. Karel, qu'est-ce que tu as pensé de si tu veux faire l'un puis l'autre ou faire un prix de groupe, tu fais comme tu veux.
Ouais, on n'en a pas encore vu assez. C'est difficile de juger dans le sens où on n'a pas pu voir le match face à Rodez non plus. Puis en plus, Posto est sorti, assez rapidement, donc on n'aurait pas pu tirer beaucoup d'enseignements pour lui sur ce match non plus. Mais, Lenny Joseph, voilà, profil assez polyvalent, percussion, qui peut amener aussi devant le but. Voilà, je connais pas encore, assez très honnêtement. Mais si tu me dis qu'il est capable aussi de faire beaucoup d'efforts défensivement, c'est comme tu l'as dit, c'est un profil qui va correspondre à ce que Vincent Aignan attend de ses offensifs. Et puis qui colle aussi avec une équipe qui va vouloir récupérer peut-être plus haut que la saison passée. S'il fait beaucoup d'efforts au pressing, puis c'est toujours intéressant d'avoir des profils qui ne se cantonnent pas à un poste. Hem, Posto, je serais peut-être un peu plus long, dans le sens où moi aussi je m'attendais plus à un joueur, qui campe dans la surface, mais on a vu que c'était un joueur qui était capable de jouer sur le côté, donc qui va être capable de dézonner également, même si à la base il évolue en tant que neuf. Alors, voilà, encore une fois, là aussi c'est toute proportion gardée, mais on peut prendre l'exemple, par exemple, d'un Benzema qui est pur neuf, mais qui s'exportait beaucoup sur le côté gauche, que ce soit avec la France ou avec le Real Madrid. Je pense que c'est intéressant d'avoir des neufs qui sont capables de se porter sur les côtés quand le jeu le demande et qui ne campe pas uniquement dans la surface, mais dans la surface, il va apporter du poids, de par, la dimension physique, de par, la tension qui va être requise par les défenseurs adverses s'ils commencent à se montrer menaçants rapidement. On a vu qu'il s'était créé beaucoup d'occasions face à l'UNFP, qu'il avait marqué son premier but. Donc, tout va dépendre de la confiance qu'il aura cette saison. Mais pour moi aussi, là, ça a tout d'une bonne pioche dans le sens où je trouve que c'était un profil qu'on n'avait pas forcément avant au GF38. Et même si voilà, j'ai dit qu'il pouvait s'exporter un peu au-delà de la surface de réparation, je pense qu'il a plus un profil de pur neuf que Pape Meissaba et que bah, potentiellement dans le futur tu peux avoir une complémentarité intéressante entre ces deux joueurs-là, même si je pense que l'idée c'est pas forcément de les aligner en même temps. Mais comme on en avait discuté, Fred, j'aimerais bien voir un jour les deux en même temps parce que je pense que c'est totalement des profils complémentaires sur le front de l'attaque. Donc Posto, très hâte de voir ce que ça donne en Ligue 2 aussi. Pour conclure ce podcast, Karel, et puis je vais demander à nos auditeurs de faire la même chose en commentaire de leur côté. Va falloir se mouiller un tout petit peu dans la prédiction. Qui va être la recrue la plus en réussite cette saison au GF38? Il y a des candidats potentiels, hein. Cet été, on a pas mal de profils intéressants, mais selon toi, qui va réussir la meilleure saison là parmi tous les gens qu'on vient de présenter ces dernières minutes? Franchement, c'est difficile pour moi de dire quelqu'un d enfin, je pourrais dire quelqu'un d'autre, mais pour moi, ce sera Eddy Sylvestre. Hem, je pense que Posto est prétendant aussi forcément, mais il y a un joueur, je pense, sur lequel il ne faut pas dormir parce que voilà, j'ai été dithyrambique et parce que je le pense, c'est Dante Rigo. Il est plus discret, dans le profil, ça sera quelqu'un de plus discret, ce sera peut-être plus du travail de l'ombre, mais je pense que si quelqu'un peut vraiment transformer le GF38 aujourd'hui, s'il réussit sa saison et j'ai peut-être plus de doutes sur l'adaptation qu'un Eddy Sylvestre, donc c'est pour ça que je dis Eddy Sylvestre. Mais je pense que quelqu'un qui peut vraiment transformer la face du GF38 aujourd'hui, c'est vraiment Dante Rigo. Donc, je dirais Eddy Sylvestre en numéro 1 parce qu'il faut que j'en donne un. Ensuite Posto et ensuite vraiment Dante Rigo peut donner une autre face à Grenoble. Donc, gardez un œil sur lui. Alors moi je dirais Eddie Sylvestre aussi. Je pense que c'est vraiment le profil à devenir le chouchou du Stade des Alpes en plus. Il a le jeu et le caractère pour. Et en petit joker, si on veut dire ça comme ça, je mettrais bien une petite pièce en stat sur Lenny Joseph, hein, parce que je pense que Postolaki va être très très attendu et Lenny Joseph beaucoup moins au final et peut-être qu'il pourrait même profiter, tu vois, d'avoir un peu moins la pression comme ça de d'attente du public, des adversaires éventuellement aussi qui vont peut-être être un peu plus curieux sur Postolaki dans un premier temps. Et je trouve pas du tout déconnant son arrivée. C'est quelqu'un qui avait des gros stats quand il était au Puy, alors qu'en National 2 bien évidemment, qui a moins joué à Metz, mais bon à Metz la concurrence c'était Jalot et Nico Tadze, donc on est quand même sur Oui, du oui, niveau, c'est voilà, sur du niveau un peu plus compliqué. Il a eu un peu de temps de jeu Nikotadze, voilà. en janvier, il a mis 3 buts, il a été élu joueur du mois à Metz en janvier dernier. Donc je me dis voilà, 22 ans, il peut se révéler, ça peut être le Mathias Phaéton de l'année. Voilà, le joueur qu'on n'attend pas forcément à ce niveau-là, mais qui plante sa petite dizaine de buts. Mais Non, mais c'est bien, faut se je mouiller. resterai quand même sur Eddie Sylvestre parce que je pense qu'il a tout pour s'imposer dans cette équipe et dans ce club-là qui me semble presque taillé sur mesure pour lui en fait. Donc
Donc je C'est reste quand ça, même sur Eddie Sylvestre. c'est pour moi aussi. Mais du coup, ton joker, ça sera plus, Lenny Joseph. Moi, le mien, ça sera Dante Rigo, parce que je pense aussi qu'on peut être très surpris. Mais j'aime bien ton analyse du fait que la face du GF38, la mutation du GF38 dépendra forcément beaucoup de lui parce que effectivement c'est le profil le plus différent par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Donc si tu veux changer de style de jeu, Mmh. bah ça passe par du joueur différent aussi quelque part. Dans l'animation, ça sera un petit coup de poker, mais j'aime beaucoup la direction qui Hmm. est prise avec Dante Rigo qui remplace Bambok, même si, Bambok a été, encore une fois bon dans son registre, mais Dante Rigo, je pense que ça peut faire toute une différence. Merci beaucoup Karel, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager bien évidemment ce podcast. Et puis on se retrouve très rapidement pour un autre sujet dans cette riche semaine de podcast avant la reprise de la Ligue 2. À bientôt. Ciao ciao.